3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissir est à nos côtés, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Eric Bertrand d'être avec nous ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Directeur des gestions chez Ophi Invest Asset Management, et Nicolas Gottsman avec nous également en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie macro à la financière de la Cité. Nicolas, j'aurais aimé avoir vos lumières sur la séquence Banque Centrale, à commencer par la séquence Fed. Je cite Jérôme Powell le 1er décembre. Il est prématuré de spéculer sur des baisses de taux. Jérôme Powell le même, moins de 2 semaines après, le 13 décembre, à l'issue du FOMC, dans la conférence de presse qui suivait la dernière décision de politique monétaire de la Fed. Je cite quelques extraits de sa conférence de presse que j'espère être emblématiques, mais des baisses de taux sont en vue. Nous sommes conscients du risque de maintenir un niveau de taux élevé pour trop longtemps. Nous n'aurons pas de raison d'attendre que l'inflation soit strictement revenue à 2% pour commencer ou envisager à recalibrer nos taux d'intérêt. Et le lendemain de cette dernière prise de parole de Jérôme Powell, d'autres banquiers centraux américains sont venus s'exprimer, à commencer par John Williams, le président de la Fed de New York, un élément clé, surtout un élément clé du dispositif, au cœur des marchés, économiste, macroéconomiste, avec cette expertise-là. John Williams, le lendemain de Jérôme Powell, nous dit « Les baisses de taux n'ont pas été au cœur de nos discussions ». Je voulais juste un petit éclairage quand même sur cette séquence, notamment en termes de communication. Et derrière la communication récente, qu'est-ce qu'on comprend de la fonction de réaction de la Fed pour 2024 ? Alors déjà, je pense que le discours entre Powell et Williams est cohérent. Je n'ai pas trouvé spécialement de contradiction de la part de John Williams par rapport à ce que disait Jérôme Powell. Et sur ce qu'a fait Jérôme Powell mercredi soir, ça me semble cohérent avec ce qui avait été annoncé précédemment. C'est-à-dire qu'au mois de juillet dernier, Powell avait indiqué qu'ils allaient baisser les taux bien avant d'arriver à 2%, tout en disant qu'ils allaient dépendre, enfin leur fonction de réaction dépendrait des données. Le vendredi avant la prise de parole de Jérôme Powell, on a les chiffres de l'emploi, on avait les chiffres de l'emploi privé qui arrivaient à un niveau de création moyenne sur les 3 derniers mois qui était de 145 000, qui était bien, mais en clair ralentissement, et qui montrait que donc on pouvait avoir, non pas un risque pour le moment, parce que le chiffre reste satisfaisant, mais on voit c'est une décélération qui est en train de se mettre en place, et on revient sur des niveaux qui sont cohérents avec ce qu'on avait sur la moyenne 2015-2019, donc on va dire le soft landing, là, de ce point de vue-là, serait achevé, mais ce serait bien de ne pas aller beaucoup plus bas. Ensuite, on a eu mardi le CPI, donc qui est l'indice d'inflation, le premier qui est publié aux États-Unis, et le lendemain le PPI, qui est l'indice de production. Or, les indices CPI et PPI contiennent des données qui vont, elles, servir au PCE qui est publié fin de mois, qui est l'indice d'inflation qui sert de base de référence de la Fed. Donc, en utilisant les données qui sont dans le CPI et le PPI, avec des poids différents pour le PCE, vous intégrez toutes ces données-là et vous avez le forecast que vous avez pour le PCE. Or, en intégrant les données du CPI et du PPI pour vos prévisions du PCE de fin mois, ça vous fait arriver à une inflation en 6 mois annualisée qui revient à 2%. D'accord. Et sur le 3 mois annualisé qui revient très proche de 2%. Or, comme ce qu'avait... C'est ce qu'on va voir vendredi, donc, avec le PCE et le corps PCE du mois de novembre. On peut avoir des surprises de ce côté-là encore, parce qu'il y a quelques incertitudes, mais a priori, on devrait avoir un chiffre qui soit donc en tendance, qui soit proche de 2%. Donc, on déclenche automatiquement ce qu'avait dit Powell. On est en train de revenir à 2%, on dépend des données. Et donc, on réagit par rapport à ça. Et d'ailleurs, ce qu'avait dit Powell, c'est que plusieurs gouverneurs ont modifié leur forecast en intégrant directement, mercredi, donc quelques heures avant la réunion, les données qui avaient été prises pour modifier leurs prévisions d'inflation. Du corps PCE. Et étant donné que vous baissez vos prévisions d'inflation, elles ont été baissées de façon radicale, de 0,5% sur le PCE, de 0,5% sur le PCE Core, c'est vraiment radical. Et donc, ils ont modifié leur niveau de taux réel, donc les taux qu'ils attendaient, en accord avec les prévisions d'inflation qu'ils faisaient par rapport à cela. Donc en fait tout cela était quand même relativement cohérent. Et par contre je pense que la grande différence qu'on peut avoir entre ce que dit la Fed et ce qui est l'interprétation qui en est faite par le marché, c'est que la Fed dit on a une croissance qui est attendue à 2,6 pour cette année. En fait, quand on regarde les dernières prévisions, on est plutôt proche de 2,8 ou 3% pour l'année, donc on sera encore peut-être sans doute au-dessus des prévisions de la Fed. Pas de révision à la baisse significative pour 2024. Donc en fait, la croissance continue aux États-Unis, tout va bien, c'est la fête. Par contre, l'inflation continue de baisser. Et si en fait, on baisse les taux uniquement sur la baisse de l'inflation et pas du tout sur un ralentissement économique. Or, le marché, lui, considère qu'il pourrait y avoir un ralentissement économique qui forcerait la Fed à aller plus loin. Et pour l'instant, c'est la seule dichotomie qui peut exister entre la position de la Fed et le marché. Donc, si jamais la Fed a raison et qu'on continue d'avoir des données satisfaisantes au plan macroéconomique, les marchés se rajusteront un petit peu. Les taux vont remonter. Les taux vont remonter un petit peu. Ou alors, c'est la Fed qui se trompe, on aura ce ralentissement et la Fed sera effectivement forcée d'aller un peu plus bas.
Donc faites vos jeux. Ce qui a été surprenant pour beaucoup d'observateurs, c'est que dans sa conférence de presse, Jérôme Powell n'a jamais cherché à rectifier le pricing de marché, qui était déjà en l'état avant sa réunion. C'est-à-dire que c'était pas le moment de le faire. C'était pas le moment parce que je pense que maintenant, comme il l'a dit, c'est leur point de vue maintenant est vraiment équilibré. Ils ont un double mandat qui est l'emploi maximum et la maîtrise de l'inflation. Or, le risque est à peu près le même. Ça a été aussi confirmé par Austin Goolsbee ce week-end. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un taux de chômage qui commence à démarrer à la hausse, vous savez pas où il s'arrête. Oui. Et donc ce risque-là est majeur. Ils ne veulent pas prendre ce risque-là. Il faut couper le circuit avant, quoi. Il faut couper le circuit avant, ce que ne fait pas la BCE par exemple. Et bon, c'est un autre sujet. Et donc ils veulent prévenir cette situation-là, essayer d'agir avant que ça puisse arriver. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est d'avoir une position équilibrée. Le risque est aussi grave à la baisse même peut-être plus grave à la baisse sur le niveau d'emploi, plutôt alors qu'on a une inflation qui revient à 2%, on ne va pas s'exciter et mettre en péril le niveau de la reprise américaine qui a été incroyable depuis la période Covid. Enfin, c'est sans précédent depuis 1945. Bon, il a quand même perdu au passage une forme d'allié avec l'intégration dans les marchés tout au long de l'été du scénario higher for longer. C'est-à-dire qu'il l'admet, il le disait lui-même en septembre, je crois, Powell. C'est bien, le marché fait le travail pour nous. Le marché met les taux 10 ans à 5%, le taux réel 10 ans à 2,5%. Le marché fait le travail. Plus le marché fait le travail, moins on aura besoin d'en faire. C'était la situation idéale. Mais peut-être que pour Jérôme Powell, le plus important, c'est le marché de l'emploi. Et que donc, dans ce cadre-là, il vaut mieux faire attention d'un côté plutôt que de l'autre. Et je pense que c'est le cas. Bon, Eric, alors qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça change quelque chose ou pas, cette conférence, cette séquence Banque Centrale et l'idée de ce pivot quand même qui est validé par Jérôme Powell pour 2024 ? Alors, pivot pour de bonnes raisons, parce que l'inflation va continuer de baisser sans abîmer la croissance. Oui, alors, il y a bien un moment, il fallait qu'il change son fusil d'épaule. Et il y a un moment, il faut que ça tourne. Là, il l'a fait, et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer qu'il y en avait déjà beaucoup d'attendus de son changement de fusil d'épaule. Là, le marché nous en a remis une louche derrière. C'était assez troublant. Moi, je reviens sur ce qui a été dit, que je partage vraiment. La chose la plus difficile à prévoir en 2023, c'est pas l'inflation, c'est la croissance américaine. Elle a surpris énormément et très longtemps par sa résilience. Et là, maintenant, il y a l'effet qui était un petit peu une face du chemin de crête boucle d'or. C'était toutes les mesures monétaires vont s'accumuler, elles ont été très rapides, et donc on peut avoir un atterrissage beaucoup plus fort que prévu. Et là, Powell, sur les 2-3 derniers mois, ça va assez vite, depuis le 5 de taux 10 ans, où le truc n'a pas l'air de freiner. On va à 6, on va à 7. Voilà, ça se souvient très bien. Ah bah, on s'en souvient tous. Un marché qui adore tirer des traits, donc c'est le marché très fort pour mettre les forwards en règle monotone. Et là, il se rend compte qu'en fait, c'est en train de ralentir très très fort. L'inflation, on l'a vu, mais la croissance ralentit, mais il craint le coup d'après. Et donc, la rupture, quoi. Il craint la truc non linéaire. On ne voit pas encore dans les chiffres. Et, chez nous, on attend un Q1, Q2 autour de 0 avant que ça reparte gentiment. Il y a un risque que ça aille plus fort, donc il fallait qu'il tourne. Et l'autre point qui est important, c'est sur lequel je voulais revenir, c'est que si lui ne donne pas l'impression qu'il considère ce ralentissement avec cette baisse de l'inflation par la possibilité de baisser ses taux en fonction, implicitement, il remonte ses taux réels. Oui. C'est le message qu'il envoie au marché. Oui. Et là, pour le coup, ça peut pricer encore plus, parce qu'il faudra qu'il aille encore plus vite. Maintenant, la réaction du marché, c'est la fin d'année. Il y a des shorts dans tous les sens sur le sujet. Et maintenant, on est en train de remettre les forwards dans l'autre sens. Peut-être un peu rapidement. Je crois que la première hausse est prévue à 85-90% en mars. Et il y a 6 baisses déjà sur 24. Tous les membres de la Fed qui s'expriment depuis sont là pour nous dire que ce sera jamais en mars. Ça n'est pas faisable. N'attendez pas ça. Ça va un peu vite, mais... Goolsbee a dit oui. Goolsbee a dit c'est possible. Ah, il dit que c'est possible. Bon. Tout est possible. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais... c'est vrai que je pense que le marché était peut-être allé un peu vite en besogne, mais au global, si on enlève un peu l'ampleur et l'effet timing, on va se poser sur un taux réel long terme qui est pas très loin de la croissance potentielle long terme. On est quand même assez à l'aise avec ça. Alors ça prendra sans doute ça démarrera un peu plus tard, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Pour revenir sur un taux neutre qui ne nous paraît pas aberrant au vu de la croissance potentielle américaine et de son atterrissage d'inflation. Et je pense surtout qu'il s'est réouvert la porte parce que la parole était très contrainte.
il était enfermé dans son high for long, et attention, souvenez-vous du passé, si on baisse trop vite les taux... Ça fait quand même 18 mois qu'il nous bassine avec Arthur Burns. Non, mais quand même, ça a été l'erreur historique de la Fed qui a été mise en avant très très vite par Jérôme Powell pour nous dire, il y a un an encore, c'est la récession, il faudra que le taux de chômage remonte, il n'y a pas d'autre choix que ça, etc. Là, on ne parle plus d'Arthur Burns. On a des conditions financières qui se sont relâchées comme jamais au mois de novembre. On a des indices de conditions financières qui sont peut-être les plus relax depuis mars 2022, début des hausses de taux. C'est plus un problème. Non, mais on a parcouru du chemin depuis. Je pense que ça va un peu vite. Et je pense que dans les marchés, et en particulier en Europe, il y a eu en plus un effet FOMO. C'est que tout le monde voyait ces taux d'intérêt là, à des niveaux un petit peu attirants et s'est dit, oulala, quand ils vont commencer à tourner, il n'y en aura plus. Il faut que je me dépêche de l'ocrer du rendement, quoi. Exactement. D'accord. Bon. Nicolas, oui, non ? Non, rien de spécial. Rien de plus là-dessus. Gilles, sur cette séquence Banque centrale. Et encore une fois, ce que ça implique pour les investisseurs dans la vision qu'ils ont de 2024 aujourd'hui, pour dire les choses trivialement, est-ce que Jérôme Powell, est-ce que la Fed sont en train de rouvrir la machine à bulles sur les marchés ? Je ne crois pas, parce que moi je pense qu'on avait déjà eu... un banquier central ne peut pas dire toujours la même chose tout le temps, par définition. Le banquier central cherche à être le plus possible contracyclique, de telle façon à limiter l'ampleur, en tout cas, des cycles économiques. Il avait fallu dire « higher for longer » quand on s'était rendu compte que l'inflation explosait bien au-delà des 6, 7, 8, 9% en instantané, en rythme annuel. Et donc là, il était légitime qu'il installe un discours de dire « je ne vais pas monter les taux courts à 11%, d'accord, mais en échange... Oui. En échange, on restera un petit peu plus longtemps à des niveaux relativement élevés pour ce qui concerne les taux courts, avant de voir effectivement la tendance s'infléchir nettement sur l'inflation. Ce qui ne veut pas dire le niveau des 2% atteint dans les chiffres. C'est une tendance, bien sûr. Et donc là, c'est le cas sur l'inflation. La Fed s'en rend compte, il est légitime qu'elle infléchisse son discours progressivement ou de façon abrupte. Pour ceux qui rentrent d'un tour du monde en char à bœuf, peut-être de façon abrupte. Pour ceux qui sont un tout petit peu plus sensibles à l'évolution des taux, peut-être que... Voilà. Alors pour ceux qui espéraient partir en vacances pendant un mois et dire de toute façon il ne va rien se passer, et voilà, c'est une surprise de plus qu'il peut y avoir régulièrement sur les marchés. La bonne nouvelle, c'est que la Fed fait ce qu'elle dit, elle est data dependent, elle a montré qu'elle était data dependent. Et je mentionnerai quand même que pendant la conférence de presse, personne n'a entendu, mais il a quand même dit, si c'est nécessaire... Ah bah oui. Oui, mais après un tel statement, après des tels dots et après une telle conférence, il peut dire que si jamais il y a besoin, on montera encore les taux. On voit bien que le marché ne peut plus entendre ça. Non, le marché, c'est une somme d'avis. Et le marché premièrement, et deuxièmement, c'est une somme d'anticipations qui sont très différentes, qui peuvent être très 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 différentes. Et ce qui fait l'évolution d'un marché à court terme, c'est non pas le sentiment dominant, c'est l'évolution, même à la marge, des sentiments de ceux qui ont des poches profondes. D'accord ? Et donc, il y avait, et comme il y a toujours, mais il y avait une proportion non négligeable dans le marché de gens qui pensaient que soit la Fed ne bougerait pas suffisamment vite, soit que l'inflation a été sortie de son tube et que c'était la fin du monde, etc., etc., et puis que des taux à 5 ou 5% sans risque, somme toute, dans une allocation d'actifs, c'est intéressant, c'est mieux peut-être qu'à moyen terme, 7 ou 8% ou 9% sur les actions avec du risque. Donc voilà. Bon, ça dépend de ses clients, ça dépend de sa typologie, ça dépend, voilà. Et ces gens-là, ils n'ont pas changé d'avis en écoutant la Fed, mais ils ont dû nécessairement ajuster leur posture, même si c'est que marginal, multiplié par des montants très très importants.
dans peut-être des environnements de marché où les volumes commencent un tout petit peu à faiblir peut-être, et ça a pu faire des mouvements aussi brutaux à la baisse, le passage de 5 à 4, je vous rappelle c'est fait en 2 mois, mais le passage pendant l'été de 4 à 5, il s'était fait en 3 mois. Mais là on est revenu sur les niveaux, on a effacé la correction obligataire de l'été, pour dire les choses. On a effacé 2-3 mois de correction obligataire cet été. Entre-temps, on a complètement cassé, le point d'inflexion sur l'inflation à 12 mois, à 9 mois, a été complètement cassé également, donc c'est pas illégitime. Ouais. Eric ? Un point qui est important sur la somme des avis de marché, c'est que l'extrême volatilité qu'on peut avoir, outre le fait qu'elle est alimentée effectivement par ce retournement majeur sur l'inflation, c'est que quand on écoute les uns et les autres, on sent qu'il y a quand même des avis assez éloignés, ce qui fait que l'acheteur marginal ou le changeur d'avis marginal peut faire basculer les choses assez significativement. Entre ceux qui anticipent une récession majeure, il faudrait peut-être 300 points de baisse des taux de la part de la Fed pour gérer un atterrissage. Et de l'autre côté, ceux qui pensent qu'on va rester dans une activité assez soutenue et qu'il n'y a pas besoin de baisser les taux et que tout va bien, Madame la Marquise, on sent bien que le marché bascule assez violemment d'un scénario à l'autre au gré de 2-3 chiffres dont la continuité peut être questionnée. Qu'est-ce que ça implique pour le reste du monde, cette anticipation ou ce pivot de la Fed, si je puis m'exprimer ainsi, Nicolas? Quand je dis le reste du monde, c'est d'autres banques centrales majeures, Banque d'Angleterre, BCE, etc. Est-ce que c'est une soupape, un appel d'air dont certains vont pouvoir profiter derrière? Oui, je pense que c'est déjà effectivement une soupape parce qu'en fait, ça donne un peu plus de garantie sur la poursuite d'une tendance favorable sur la croissance américaine. Le consommateur américain est évidemment le rempart total de la croissance mondiale. Je pense que ça soulage pas mal aussi la Banque du Japon qui va s'exprimer maintenant, mais... Encore rien à dire de plus? En fait, ils ont attendu pour remonter les taux et là, en fait, ils ont attendu jusqu'au moment où la Fed va baisser les siens. Donc, en fait, ils n'ont peut-être plus besoin de les monter. Et de toute façon, je crois que c'était à peu près leur intention initiale. Donc il y a peu de chances effectivement qu'ils aillent dans cette direction-là. Et de toute façon, quand on regarde les discours des banquiers centraux japonais, ils sont toujours sur la volonté de refléter leur économie et d'avoir des salaires qui progressent plus fortement. Donc ce qu'on peut dire qui est quand même relativement sain et de changer la trajectoire du Japon. En Europe, c'était quand même un peu en ordre dispersé aussi. Je pense que pas mal de monde a été pris de court, surpris. Alors que finalement, c'était pas... À la BCE, vous voulez dire? À la BCE, Banque d'Angleterre, la Norvège surpris également. Quoi, par la manière dont le marché a perçu la tonalité du discours de Jérôme Powell la veille? Même par ce qui a été dit par Jérôme Powell. Et ce qui me surprend, c'est comment ils ont pu être surpris à la BCE, alors que même que les données d'inflation européennes sont encore plus basses en dynamique que celle de la Fed. Et c'est là où il y a vraiment une question qui se pose, parce que là, on parlait d'un retour éventuel donc de 6 mois annualisé sur l'inflation corps, qui est structurellement toujours un peu plus élevé, un peu moins élevé que ce qu'on peut avoir en Europe. Nous, on est déjà à 0,7% en 3 mois annualisés, donc on est déjà largement en dessous du mandat. Selon les données qu'on va avoir fin de mois, on pourrait être très largement en dessous de 2 par rapport aux métriques qui sont utilisées par la Fed. Donc, enfin, c'est pour ça que je vous avais dit chez vous la dernière fois que je pense qu'à la place de la BCE, la Fed aurait déjà baissé ses taux, ce qui est à mon avis le cas. Et donc là, il y a vraiment une problématique qui est assez importante du côté de la BCE. Mais c'est parce que la BCE regarde dans le rétroviseur quand la Fed commence à nouveau à regarder devant. Oui, et parce que je pense que les données de l'emploi, là, vous parlez tout à l'heure de Jérôme Powell qui voulait pas ressembler à Arthur Burns, mais là, en fait, il a surtout l'opportunité de pas ressembler à Paul Volcker, et c'est-à-dire de pas avoir besoin de coller 10% de chômage pour lutter contre l'inflation. Et là, en fait, il sera vraiment le vainqueur total de cette situation-là. Jamais un banquier central. Là, il n'a pas pris un risque de voir l'économie américaine repartir, se relancer, rester en surchauffe. Mais c'est un scénario. Enfin, le scénario. C'est ce qu'ils veulent. Alors, je sais pas. Je pense pas que ce soit ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent, c'est d'avoir une croissance américaine qui soit vraiment au plein potentiel. Ils ont l'opportunité maintenant, avec les niveaux d'investissement, avec la hausse de productivité qu'on constate, d'avoir la capacité de faire progresser ce potentiel. Et je pense qu'ils veulent profiter de ça. Enfin, c'est une opportunité extraordinaire pour eux de changer vraiment la dynamique qu'ils avaient depuis quasiment 40 ans. Donc là, on est vraiment en train de changer les choses. Ensuite, voilà, c'est un pari à faire pour l'avenir. Ils ont cette opportunité-là aujourd'hui. Enfin, je pense qu'à leur place, évidemment, on ferait tout ce qu'on peut pour arriver à ce scénario-là. C'est ce qui serait quand même assez remarquable. Encore une fois, on arrive à une situation où on était quasiment à 10% d'inflation il y a un an. On est revenu quasiment à 2% avec un taux de plein emploi qui est, pour l'instant, qui n'a pas été attaqué. Donc c'est absolument parfait de ce côté-là. Ouais. Bon, sur les marchés, encore une fois, je reviens à mon idée. Qu'est-ce que ça implique là, vu la réaction de marché la semaine dernière?
On se dit que c'est difficile de se mettre contre le mouvement pour l'instant, Eric. Est-ce qu'on est en train de vivre une forme d'exubérance? Est-ce qu'on rentre dans un moment d'exagération, d'exubérance de marché qui pourrait venir peut-être d'ailleurs terminer un cycle de marché qui a été un peu chaotique depuis 3 ans? Ou est-ce qu'on est déjà dans le démarrage d'un nouveau cycle d'investissement, d'un nouveau cycle de marché à compter de 2024? Concernant la BCE, je pense qu'il y a des équilibres à l'intérieur et des déséquilibres à l'intérieur qui font que la communication, on l'évoquait avant, est vraiment pas fluide. C'est pas quelque chose de simple. Ils vont baisser, ils vont ralentir, mais il y a une inertie, ils font toujours gaffe parce que les salaires en Europe, ça prend plus de temps, les révisions salariales, toute la séquence, bref. Ah ouais. Ils veulent voir, mais globalement, mais plutôt en Europe, de notre point de vue, on est plutôt dans le creux de la croissance. Ça repart gentiment, on va démarrer à 0 plus pour terminer un peu au-delà de 1, 0,6 en moyenne. Donc le bas de cycle, c'est maintenant pour la zone euro? Plutôt maintenant le bas de cycle pour la zone euro. On a complètement évacué l'histoire énergétique, le gaz, on pourra se chauffer cet hiver et faire tourner l'industrie allemande à des prix raisonnables somme toute. Maintenant, qu'est-ce que ça change? On a eu une énorme séquence Covid, inflation, banque centrale, hausse des taux et retour. On revient maintenant, on est en train de fermer un peu la porte de ce cycle. Il faut voir qu'il y a énormément d'actifs qui sont pricés avec des taux. Si on regardait les actifs réels comme l'immobilier ou les matières premières hors énergie hier, alors c'est toujours un peu pollué, mais on sent bien que ça y est, les hausses des taux, c'est fini. On rentre dans un cycle de normalisation. Donc ça porte. Maintenant, les marchés sont allés très vite. Quand on regarde aujourd'hui, on attend une BCE qui va se poser à 2 en longue période. Ça descend très vite, et puis ça se pose à 2 sur le 10 ans swap est à 2,5. Donc il n'y a plus rien, en gros, d'anticiper. On va se poser là. C'est à peu près le potentiel de croissance, un peu de cible d'inflation. Enfin, on n'est pas très loin d'un équilibre qui paraît global. Ça veut dire que l'année prochaine, on part sur le portage. Je pense que le mouvement est allé très vite, ça devrait respirer. Il ne faut pas oublier qu'au 4e trimestre, il n'y a quasiment pas de primaire. On va se prendre un premier trimestre qui est traditionnellement énorme. Ouais. Mine de rien, c'est passé totalement inaperçu, mais Madame Lagarde va faire du quantitative tightening. Donc ça sera de plus en moins à acheter. Elle ne le fera pas sur la première partie de l'année. Oui, mais c'est bien. Non, mais déjà, ça couvre en cas de. C'est jamais le flux qui fait l'anticipation, c'est l'annonce. C'est vrai. Donc ça peut un peu respirer, mais au global, on est sur des niveaux de taux qui sont pas aberrants au regard de ce qu'on attend sur la deuxième partie de 2024. Et quand on rajoute les marges de crédit, on en parlera peut-être après, dans un portefeuille, même après toute cette baisse, ou peut-être un peu freiné, on a consommé beaucoup d'upside là, dans ces dernières semaines. Là, Je me souviens quand on était à 5 sur le 10 ans américain et le 10 ans allemand, je crois même ici avoir dit qu'il fallait y aller les yeux fermés. Ouais. Bon, maintenant, c'est peut-être... Mais à moins de 4, oui, c'est ça, maintenant. Mais même encore à moins de 4. D'accord. Quand on refait des portefeuilles sur 2024, on réfléchissait encore ce matin, soit tout se passe à peu près comme prévu et on aura au moins à peu près 4 de coupons, ça serait surprenant que ça remonte beaucoup quand même, mais si ça se passe pas comme prévu, qu'il y a des accidents géopolitiques ou autres, on a retrouvé de la plus-value, ça peut baisser de 100 points encore le 10 ans américain, ça peut aller à 3, en cas d'accident ou de ralentissement trop fort. Donc c'est pas trop tard pour rentrer aujourd'hui le momentum sur du long. Je pense qu'il faut peut-être respirer un peu. Oui, d'accord. Mais c'est sans doute ce que plein de gens se sont dit, c'est pour ça qu'on est allé aussi vite dans la descente et qu'on a fait 120 points en ligne. Enfin, vous disiez, il y a eu une peur de manquer de papier. Peur de manquer du papier à ce niveau-là. Et c'est vrai que on est passé à autre chose sur les taux d'intérêt, ça va être moins un facteur qui va driver les marchés sur 2024. Ouais. Au-delà du facteur taux, là, comment on voit les soutiens pour les marchés financiers en 2024 ? Alors, les marchés il y a les taux, mais il y a aussi les marchés d'actifs risqués et actions notamment, très soutenus par le facteur taux ces dernières semaines. Alors, je vais peut-être paraître surprenant, mais nous, nos ratings sur le monde n'ont pas beaucoup bougé ces dernières semaines. Ouais. C'est-à-dire qu'on est depuis assez longtemps entre 4 et 5. Et avec ce qui correspond sur 10, ce qui correspond historiquement à des performances ultérieures entre 5 et 15% de hausse à 3 mois en rythme annualisé. Ouais. Et on est resté là-dedans, c'est-à-dire que, alors même que les taux d'intérêt ont un poids très important dans la détermination de ces ratings. Et donc nous, la hausse des actions nous paraît normale. Et dans cette hausse-là, les ratings ne se sont pas détériorés. D'accord, ok. Alors ça dépend des zones, ça dépend. Vous êtes en train de nous dire, selon vos modèles, pas grand-chose n'a bougé en fait. On reste attractif. En termes de, ouais, c'est ça.
On reste attractif, pas à des niveaux extraordinaires, toutes choses étant égales par ailleurs. Et si on fixe le niveau de taux actuellement, bien sûr, si les taux longs baissaient ou si les taux longs montaient, nos ratings, toutes choses étant égales, changeraient. Mais voilà, donc voilà. Par contre, à l'intérieur du marché, ce qui nous paraît intéressant comme poche à regarder pour tous les investisseurs, que ce soit pour tous les investisseurs actions, que ce soit pour les investisseurs qui craignent un ralentissement plus fort qu'attendu, ou ceux qui pensent qu'un soft landing est toujours possible, les deux étant possibles, bien sûr, bien évidemment. Eh bien, pour moi, il y a tout un thème dans le domaine des actions qui est intéressant à regarder, qui est relativement insensible au cycle économique, au cycle, je dirais, industriel, qui est plutôt favorisé, des secteurs ou des entreprises qui seraient plutôt favorisées en période de difficulté où les entreprises doivent baisser les coûts et qui tout en bénéficiant d'un scénario de renouveau, de début de cycle à nouveau, et du fait qu'on aurait dû avoir peut-être des récessions dans le passé récent, et que le caractère incroyable de niveau de stimulation budgétaire et monétaire depuis la crise Covid ont complètement modifié le cycle, complètement changer ce phénomène-là et fait en sorte que étouffer une récession qui, en termes sectoriels, aurait dû ou pu arriver. Et donc, pour les partisans de ce tenant-là, ce qui est envisageable, à mon avis, ces boîtes-là sont des boîtes tech dans le domaine de l'automatisation, de la robotisation, pas seulement des processus industriels, mais aussi des processus industriels, mais également de tout ce qui est des processus administratifs. Et ça, il y a quand même énormément d'entreprises. C'est la digitalisation de l'économie, quoi. Oui, mais pas au sens SS2I du terme, au sens dite intelligence artificielle. J'utilise d'autres termes, j'utilise le terme de langage artificiel, plutôt que ce qui permet de mieux se rendre compte de ce que c'est que ce phénomène-là. Mais voilà, donc il y a des boîtes qui nous paraissent extraordinairement attractives, avec des ratings très élevés, et qui sont à 80% de leur plus haut historique. Donc c'est toute la tech non rentable que vous êtes en train d'écrire. La tech rentable. rentable. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la tech rentable qui est encore à 80% en dessous de ses sommets. Oui, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que depuis 1 an et demi, en fait, dans la séquence de hausse de taux, la tech qui n'était pas rentable a fait des efforts incroyables pour le devenir. D'accord. Parce qu'on ne pouvait plus faire appel au private equity, on ne pouvait plus faire appel au crédit. Donc au-delà de la baisse des taux, il y a des raisons fondamentales pour voir ce secteur-là, ce segment-là rebondir aussi violemment depuis quelques semaines. Voilà. Et là, celles qui ont montré dans leur trimestriel qu'elles passaient en cash flow, en free cash flow positif, même en résultat positif, là, c'est absolument fantastique. Et puis j'en ai une en tête que je pourrais vous signaler. Quand vous voulez. Maintenant c'est DocuSign. Oui, d'accord, DocuSign. Ouais. DocuSign qui a quasiment 10 sur 10 en rating equity GPS et qui vient de dire, enfin, qui a laissé entendre, ils n'ont ni confirmé ni infirmé des informations de presse selon lesquelles il regarderait toutes les options, y compris celle de se vendre. Oui. Et ce qui est très intéressant, en même temps, on a un énorme du secteur rentable depuis très longtemps qui s'appelle Adobe, qui vient de renoncer à une croissance externe au Royaume-Uni pour des raisons de réglementation, et qui historiquement était murmuré comme étant un acquéreur potentiel de DocuSign.
Comment vous voyez le schéma de marché de 2024, Eric, notamment sur la partie action, avec donc l'idée qu'il y a du portage, effectivement. Est-ce que cette logique de portage, on a envie de l'appliquer également au monde action? Est-ce qu'on a envie d'aller chercher du rendement, d'une logique un peu fixed income dans les marchés actions, ou est-ce qu'il va falloir aller chercher du risque au-delà de ça? Je vais fermer un peu le rêve. Quand vous êtes un assureur et que mettre des actions, ça vous coûte 4 fois plus cher en capital, alors sous solvabilité 2, pour des rendements qui ne sont pas très éloignés, mais je vais rester sur l'obligataire. Ouais. Donc il y a quand même l'effet TINA, donc il n'y avait pas d'alternative avant, celui-là il va un peu continuer, il n'y aura pas un grand rush. Mais c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a une partie du marché... Aller vers les actions, ce ne sera pas le grand leitmotiv de 2024. Il faudra quand même que, en termes de prix et de niveau d'entrée, ce soit quand même assez attractif. Aujourd'hui, c'est pas spécialement cher, c'est pas spécialement pas cher. On avait 3 gros facteurs qui avaient pas mal dirigé en gros les marchés actions. Il y a toute la séquence taux. La séquence taux, on a fait la remontée de taux, la descente des actions, on refait la baisse des taux, on fait la remontée des actions. Jusqu'à présent, c'est assez logique. Il y a peut-être plus beaucoup pour en attendre, compte tenu de ce qu'on vient de se dire. Il y a une deuxième séquence qui était le facteur géopolitique, qui a pu... pour l'instant, il est un peu... tristement, parce qu'il y a toujours un drame humain, mais tout le monde se moque de l'Ukraine ou de l'Israël-Palestine, tant que ça touche pas au pétrole ou au gaz. Il y a les rebelles outils qui peuvent nous mettre un peu d'ambiance pour les fêtes, mais et le troisième sujet, c'était les prévisions de bénéfices. On est quand même dans une phase de ralentissement. Il y a encore des bénéfices prévus dans les courbes en Europe et aux US. Il y aura sans doute des révisions à la baisse. On part sur une croissance mondiale du côté de 2,5 en 24. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices à attendre. Même si cette année, d'ailleurs, quand on regarde les US, les bénéfices 23 sur 22, je regardais ça ce matin, c'est quasiment à zéro en fait. Il n'y a pas grand-chose pour empêcher les marchés de monter. Pas mal d'effets taux, donc il n'y a pas forcément énormément de choses à attendre sur les equities sur la première partie de l'année où on va avoir du ralentissement américain, puis on cherche à savoir où est-ce qu'on en est en zone euro. Mais en même temps, derrière, on sent bien que sur la deuxième partie de 24, une fois qu'on a fait les ajustements, qu'on est rentré dans le dur sur les baisses de banque centrale et qu'on est dans le pivot, quoi. On peut retrouver un chemin de trend haussier. Donc, il y a un c'est un moment, ça s'achète. Alors, le risque, c'est le bull trap. Mais pas envie de commencer 2024 chargé en action au-delà du nécessaire, quoi. Non, pas envie d'y aller toute voile dehors maintenant, avec ce qu'on disait sur les taux. Et c'est vrai que je reviens 2 minutes sur la tech, au sens plus large du terme. Bon, mis à part le fait que ça fait 10 ans que je raconte qu'il ne faut jamais vendre Apple. Que je parle depuis un certain temps. Ça vous a pas donné tellement de temps. Non, mais la seule fois où je l'ai vendu, j'ai mis tellement de temps à le racheter. Ah oui, c'est ça. Non, mais je dis ça en plaisantant, c'est que c'est très dur pour les gérants stock pickers US de battre leurs indices quand on voit ce qu'on fait les 7 magnifiques. Bien sûr. Mais je vais juste citer AMD quand ils ont annoncé 150 milliards d'investissements sur les 3 prochaines années dans les réseaux artificiels, l'intelligence artificielle, mais c'est pas que l'IA, je partage le point, ça déborde vraiment. Et là, ils viennent de revoir leurs estimations à 450 milliards. Quand vous mettez 450... pour l'industrie, pas AMD. Quand vous mettez 450 milliards dans un secteur, quand on voit les potentialités, je ne sais pas très bien par où les canaux vont se diriger, mais vu de loin... Ça va être un secteur qui va continuer, donc ça va porter le SPI. Et n'oublions pas que ça reste aussi une arme de soft power absolument colossale pour les États-Unis, à l'heure où Xi Jinping met Jack Ma à cultiver des bonsaïs au Japon, puis découpe tout ce qu'il peut découper. Donc c'est un vœu pieux de se dire qu'il faut sortir des 7 magnifiques, il faut... Ça peut baisser de 10%. Oui, bien sûr. Mais, à mon avis, il y a un gigantesque secteur et qui va entraîner plein d'autres boîtes. Il ne faut pas rester que sur les 7 magnifiques. Ça reste un secteur assez important. Et effectivement, sur les actions, on fera une perf positive sans doute sur 2024. Il y aura peut-être des meilleurs points d'entrée que maintenant sur le premier semestre pour se positionner. Sur l'Europe, le schéma macro pour vous, Nicolas, aux US, la possibilité du soft landing est ouverte encore devant nous. En Europe, est-ce qu'on peut au moins capitaliser sur l'idée qu'on n'ira pas plus bas dans la médiocrité en termes de croissance? Non, mais j'utilise le terme sans c'est déjà pas mal, non? Oui, non, mais voilà. Non, mais ce serait déjà, je trouve, pas mal de se dire que voilà, on a fait du 0+, du 0-, c'est un état qu'on peut encore maintenir quelque temps, parce que sur l'Europe, on a toujours un schéma, une version un peu plus négative de l'histoire en tête, potentiellement. En ce cas, c'est déjà, on n'a quasiment pas de croissance depuis fin 2019. Oui. Si je regarde la situation depuis la moitié de l'année dernière, en gros, depuis le déclenchement du cycle de hausse des taux, on a une croissance américaine qui devrait être à peu près de 3,7, 3,8 depuis donc le Q2 2022.
contre, en gros, 0 pour la zone euro, si les prévisions qu'on a, par exemple, notamment, qui ont été publiées par Markit, enfin par les PMI vendredi matin, qui, eux, anticipent éventuellement un moins 0,2, moins 0,3 sur l'Europe. Donc là, on sera vraiment complètement... Enfin, on peut passer à moins 0,2 sur la croissance totale, et ce qui ferait un différentiel à peu près de 4 points en 18 mois entre les États-Unis et la zone euro. C'est quand même pas terrible. Enfin, en termes de performance... relative, non. Ouais, c'est vraiment... Voilà. Ensuite, pour les... Non, mais en absolu, moi, c'est l'idée. Est-ce que Pour la suite des opérations, en fait, je pense que le débat, il est... Enfin, la pièce, elle est encore en train de tourner, parce qu'on a... Je pense que la position de la BCE, maintenant, est vraiment majoritaire dans l'accompagnement du ralentissement. On a des taux aujourd'hui donc, qui sont à 4%. Si je regarde la dynamique d'inflation à court terme, on est à 0,7, ce qui nous place le taux réel européen qui est à 3,30 alors qu'on est à 1,9 aux États-Unis. C'est-à-dire que malgré une situation économique qui est beaucoup plus dégradée que celle des États-Unis, on a une banque centrale européenne qui est beaucoup plus restrictive que ne l'est la Fed. Donc c'est une double problématique. Et quand on regarde le discours de la BCE et quand je regarde les prévisions, il y a de quoi être un peu inquiet aussi de ce qui est prévu, parce qu'en fait, quand on regarde les prévisions de décembre par rapport à celles de septembre, on voit qu'ils ont dégradé les prévisions de croissance de 0,3 sur la période 2023-2025. Donc il y a moins de croissance, par contre ils anticipent plus d'emplois. Alors, je ne sais pas par quelle magie ils ont réussi à faire ça, c'est-à-dire qu'ils ont rehaussé le niveau d'emploi de 0,6 sur cette période-là, alors que le taux de croissance s'est diminué. En fait, ce qui veut dire si vous avez moins de PIB et plus d'emplois, ça veut dire que vous avez une perte de productivité. Et là, en fait, on comprend ce qui est dit par la BCE. C'est-à-dire que la BCE est en train de dire, attention, les salaires l'année prochaine, on est particulièrement vigilant parce que le coût unitaire du travail nous semble être très élevé. Et effectivement, dans les prévisions, le coût unitaire du travail est révisé fortement à la hausse, mais pas parce qu'on a des salaires qui explosent, parce qu'on a une productivité qui baisse, parce qu'ils estiment que la baisse de la croissance va produire plus d'emplois, ce qui me semble être, encore une fois, assez douteux, surtout quand je regarde les enquêtes qui ont été menées. D'une part, on a donc pour l'emploi en Europe, on a deux sources. On a les comptes nationaux. Les comptes nationaux nous avaient dit, première lecture 0,3, finalement c'est 0,2 de croissance pour le Q3. Ensuite, quand on regarde dans le détail, en fait, on voit que les heures travaillées sont parfaitement flat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance du tout sur les heures travaillées dans le secteur privé, et enfin dans l'ensemble du secteur. Et on a une deuxième enquête qui est celle du Labour Force Survey qui a été publiée ce vendredi, où là, on voit une dégradation. Ensuite, on voit une hausse du taux de chômage en Italie, en Allemagne et en France, c'est-à-dire que sur les 3-4 derniers mois, on a une dégradation de la situation de l'emploi en Europe. Quand je regarde simplement le taux de chômage européen, aujourd'hui, on est plus élevé que ce qu'on était il y a 6 mois. Ce qui est arrivé que 4 fois dans l'histoire de la zone euro. Donc on a un retournement qui est en train de se mettre en place sur le marché de l'emploi européen. Et malgré cela, la BCE révise à la hausse ses prévisions de la croissance de l'emploi. Et c'est sur cette base-là qu'elle considère que le coût du travail va augmenter. Et donc elle reste encore plus restrictive. Ce qui me semble être, encore une fois, très dangereux. Parce que, comme le dit la Fed, une fois que le taux de chômage commence à augmenter, on ne sait pas où ça s'arrête. Et la BCE, aujourd'hui, choisit de prendre ce risque-là. De laisser commencer peut-être le taux de chômage à repartir. Voilà, en tout cas, ce qu'ils ne veulent pas, c'est d'avoir des croissances de salaire trop importantes. Ça, c'est vraiment, on a compris que c'était vraiment. Voilà, ça, c'est l'objectif. Et donc, d'une certaine manière, l'avenir macro pour 2024, enfin la conjoncture de 2024, dépendra de la capacité de la BCE à réagir suffisamment vite au scénario ou à la situation. C'est ça, c'est que si jamais. Alors, je pense que le point favorable. Il n'y a pas de facteur endogène, je ne sais pas, des salaires réels positifs, des phénomènes de restockage, indépendants de la course des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, qui permettrait quand même de maintenir encore un flot. C'est vraiment celle-ci. C'est ce qu'avait dit le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, au mois de juillet dernier, c'est qu'il considérait que le niveau d'emploi en Europe avait été plutôt satisfaisant, mais peut-être parce que quand on regardait les salaires réels, finalement, on avait une baisse. C'est-à-dire que les entreprises, en fait, avaient une espèce d'opportunité à investir dans plus de gens, parce que le coût réel du travail avait baissé pendant cette période-là. Or, à partir du moment où vous avez une inflation aujourd'hui qui est plus faible que la croissance des salaires, ce phénomène se retourne. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont prêtes, dans une croissance stagnante, à employer encore des gens? Ça me semble un peu hasardeux comme pari. Et pour l'instant, c'est le pari que fait la BCE. Ce qu'on espère, c'est que justement la baisse de l'inflation soit suffisamment rapide pour donner du pouvoir d'achat aux gens, pour stabiliser la situation. Bon, il y a des distinctions majeures dans les perspectives que vous avez pour les actions européennes par rapport aux actions américaines, par rapport aux actions émergentes aussi. On n'en a pas parlé, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est vrai que est-ce que ça fait partie, les émergents, des options 2024 intéressantes? Tout à fait, et on continue d'avoir un mismatch entre, en gros, l'Inde et le Brésil en favorable, à la fois en rating et en sentiment de marché, donc en combinaison de deux facteurs indépendants les uns des autres.
Donc légèrement favorable en matière de rating par rapport au marché des pays développés qui, eux, ont des ratings acceptables, soutenables et un sentiment de marché très favorable aussi. Mais oui, surtout si on avait dans l'hypothèse où le dollar baisse et où on est effectivement une ouverture des vannes réelle et un pivot réel et pas seulement un semi-pivot, mais une réalité de baisse des taux courts. Là, c'est favorable au marché émergent et l'Inde me paraît être un petit chouchou des marchés en ce moment pour plein de raisons. Et on a un bon rating. Il y a toujours un bon rating sur l'Inde. Oui. Après une 8e année de progression boursière, je crois. En devise locale. En devise locale, bien sûr. Oui, c'est les émergents. Eric, un mot pour finir avec vous. Sur le niveau de qualité de crédit que vous avez envie d'avoir effectivement en portefeuille là, pour 2024 ? Alors, ça fait très longtemps qu'on est long crédit. Oui. C'est vrai qu'on fait affaire 7 et quelques sur l'investment grade, 11 sur le high yield. Ouais. On continue de bien aimer. En fait, pour nous, ça reste quand même un sweet spot quand on regarde tout ce qu'on vient de se raconter. On fait pas trop le bas du high yield. Le triple C, d'ailleurs, cette année, a vraiment pas fait ce qu'on fait le simple et le double B. Non, il y a eu une grande divergence. Le triple C a explosé. Enfin, les taux du triple C ont explosé quand sur le reste de la courbe high yield, ça n'a pas bougé. Et c'est normal parce que le refinancement des boîtes qui commence à arriver passe de 3 à 12. Donc ça pique. C'est une sacrée marque. Mais on continue de bien aimer le crédit. Alors, ça fait 2 ans qu'on m'explique avec les taux de défaut, tout va. Les pics de spread ont lieu 2 ans, enfin entre 18 mois plutôt, avant les pics de défaut. Et là, même les agents sont revus un peu à la baisse. Donc, il y aura toujours des dossiers, comme on a pu en connaître assez régulièrement. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment les suivre de près. En revanche, que ce soit l'investment grade ou le haut du haut rendement, moi, je trouve que ça a encore tout à fait sa place dans un portefeuille, sachant qu'il y a toujours la composante taux qui, en cas d'accident grave, va venir quand même protéger les composants de crédit. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été là et d'avoir apporté votre éclairage sur la situation de marché après la séquence Banque Centrale, la dernière de cette année 2023. Éric Bertrand, Ophi Invest AM, Nicolas Gottsman, la financière de la Cité, et Gilles Bazissière, Equity GPS.